Alors bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Voici donc le premier cours TD mathématiques de la formation par alternance. Alors chaque semaine, pour chaque travaux dirigés de mathématiques ou cours ou travaux pratiques d'outils logiciels, je mettrai en ligne sur Moodle un lien YouTube. Donc ce sera une vidéo PowerPoint, une présentation PowerPoint, et il y aura associé à cette vidéo un fichier PDF qui reprendra toutes les slides. Alors la vidéo sera bien plus détaillée que le fichier PDF, donc il est vraiment recommandé de la visionner. Je vous conseille devant cette vidéo de rester actif, donc de prendre des notes, de mettre sur pause, ou de revenir en arrière éventuellement, soit pour chercher la résolution d'exercice, soit pour écouter à nouveau certains commentaires. Vous pouvez aller à votre rythme, c'est ça qui est important avec ces vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur le chat Moodle. Moi, je serai en ligne on va dire tous les jours de 8h à 18h. Bon, je ne serai pas forcément toujours très réactive, mais je ferai en sorte de répondre en tout cas à toutes vos questions. Et si jamais ça peut arriver, vous trouvez des erreurs, des coquilles dans mes vidéos, ou si vous avez aussi des idées pour améliorer mon travail, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Alors, pour cette première séance, nous allons travailler sur le nouveau chapitre, le chapitre 3. Alors, les pages 4 à 9 sont des rappels. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble de définition d'une fonction? Quelles sont les fonctions usuelles? Ça, vous le trouvez dans les pages 5 à 6. Ensuite, qu'est-ce que c'est que des fonctions paires, impaires, périodiques? On les a déjà revues, ces notions en début d'année, avec les fonctions trigonométriques. Et qu'est-ce que les fonctions composées? Donc, à vous de travailler ces pages. Par contre, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais éventuellement faire une petite vidéo sur ces questions. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de continuité et de dérivabilité d'une fonction. Ces notions sont importantes parce qu'elles sont souvent les hypothèses de théorèmes de mathématiques. Par exemple, vous avez vu en outil logiciel, quand on avait travaillé sur la résolution de l'équation f de x égale à 0, nous avions utilisé le théorème de monotonie. Et ce théorème commence par f est continu sur l'intervalle fermé AB, etc., strictement monotone, voilà. Voilà. Et l'année prochaine, quand on travaillera sur les séries de Fourier, vous étudierez un théorème qui s'appelle le théorème de Dirichlet, dont les hypothèses, évidemment, portent sur la continuité et la dérivabilité d'un signal que l'on va décomposer en somme de cosinus et de sinus. Donc ça sera l'année prochaine. Allez, on attaque. C'est parti pour la continuité et la dérivabilité. Alors, tout d'abord, une notion intuitive de la fonction continue. Eh bien, une fonction est continue sur son ensemble de définitions lorsque l'on trace sa représentation graphique, sa courbe, sans lever le stylo. Donc ça, c'est une notion intuitive de la continuité d'une fonction. Donc par exemple ici, d'accord, lorsque vous tracez la représentation graphique, oh là là, j'ai un peu dévié de ma trajectoire, mais la représentation graphique de cette fonction, vous voyez que vous ne levez jamais le stylo. Son ensemble de définition, c'est R tout entier, elle est continue sur R, et on note que f appartient à grand C puissance 0, parenthèse, grand R. Donc en fait, grand C puissance 0, c'est l'ensemble des fonctions continues sur R. Vous verrez par la suite les notations grand C puissance 1, il s'agit des fonctions dérivables à dérivée continue. Grand C puissance 2, l'ensemble des fonctions 2 fois dérivables à dérivée seconde continue, etc., etc. Et grand C puissance l'infini, c'est l'ensemble des fonctions indéfiniment dérivables. Deuxième exemple. Deuxième exemple, vous le connaissez, il s'agit de l'échelon unité que l'on note grand U de x ou la fonction Heaviside grand phi de x. Alors ici, eh bien, la fonction, vous voyez que lorsque l'on la trace, on lève le stylo en 0 et ensuite on le repose. Voilà, donc ici, notre fonction, elle est continue partout
sur l'ensemble de définition qui est R, sauf en 0. Alors, un rappel sur les notations graphiques. Ici, le crochet est ouvert. Donc, ça veut dire que la fonction en 0 n'est pas égale à 0, mais à 1. Là, on a le point. Alors, j'aurais pu mettre aussi un crochet fermé, hein, comme ça. J'aurais pu le dessiner aussi comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire que U de 0 est égal à 1, mais n'est pas égal à 0. D'accord? Voilà. Alors, la fonction, dans ce cas-là, elle est continue sur R étoile. Et on note que f appartient à grand C puissance 0 de R étoile. Alors, troisième exemple. Donc, troisième exemple, j'arrive plus à trouver mes... Voilà, donc troisième exemple. Donc ici, vous avez une fonction. Donc là, regardez bien, crochet ouvert en 0. Ici aussi, par contre, nous avons un point en 1. Donc ça veut dire que la fonction f de 0 est égale à 1. D'accord? Voilà. Et donc, quand on trace cette fonction, eh bien ici, on ne lève jamais le stylo. Oups, pardon, sauf en 0, d'accord, puisqu'on le reprend en 1 ici. Et voilà. Et après, donc, voilà. Donc, la fonction, elle est continue partout sur R, son ensemble de définitions, sauf en 0. Alors, maintenant que nous avons étudié cette notion intuitive de continuité, hein, donc une fonction est continue en A lorsque on trace la représentation graphique de f au niveau de A, autour de A, sans lever le stylo, on va voir la définition mathématique. Alors, on reprend ces trois exemples et on va étudier un petit peu ce qui se passe en ces points de discontinuité. Donc, bon, la première fonction, elle est continue sur R, donc on ne va pas en parler. Mais la deuxième fonction, elle est continue partout sauf en 0. En fait, qu'est-ce qui se passe en 0 ? Bien, en 0, il y a un décroché, d'accord ? Comment on va l'interpréter mathématiquement ? Ben, mathématiquement, ça veut dire que la limite à gauche de 0, c'est-à-dire quand x tend vers 0 par valeur inférieure, donc ça se note x tend vers 0 moins, donc ça signifie que x tend vers 0 par valeur inférieure, d'accord ? Eh bien, cette limite est égale à 0, d'accord ? Alors que la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0, donc ça veut dire qu'ici, x tend vers 0 plus, c'est de ce côté-là, d'accord ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? La limite est égale à 1. Ok, donc ces deux limites sont différentes. Comme elles sont différentes, ça veut dire forcément qu'il y a un décroché de la fonction et qu'on va lever le stylo pour tracer la fonction. Donc ici, ce qui se passe, c'est que la limite quand x tend vers 0 n'existe pas, puisqu'à gauche et à droite, on n'obtient pas la même valeur. Donc la fonction grand U n'est pas continue en 0. Voyons le troisième exemple. Alors le troisième exemple... Voilà. Donc cette fois-ci, il y a une discontinuité en 0. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure intuitivement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des limites ? Il y a un décroché ici en 0. En fait, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est égal à 2. Et la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est égal à 2. Donc là, de ce côté-là, on a égalité entre les limites à gauche et à droite. Alors ça veut dire que cette fois-ci, la limite quand x tend vers 0 existe, elle est égale à 2. Mais ce qui fait que nous n'avons pas continuité, c'est que cette limite est différente de f de 0. Et voilà pourquoi ici, la fonction f n'est pas continue en 0. Donc nous allons reprendre ces exemples et en tirer une définition. Une fonction est continue en A, qui appartient à son ensemble de définitions, bien sûr, hein, si et seulement si la limite quand x tend vers A de f de x existe et vaut f de A. Voilà, donc soit f, une fonction définie en A, on dit que f est continue en A lorsque la limite quand x tend vers A de f de x est égale à f de A. Alors évidemment, pour étudier la continuité d'une fonction, on ne va pas étudier la continuité en tout point de cette fonction. On va utiliser les fonctions de référence. Grâce aux opérations, en plus, on sait que si deux fonctions f et g sont continues, leur somme est continue. La multiplication de f par alpha, qui est un nombre réel, est continue. Le produit de deux fonctions continues est continu. Le quotient de deux fonctions continues est continu, sauf si son dénominateur
est nul, évidemment. Donc, en fait, pour étudier la continuité d'une fonction, on fait appel aux fonctions de référence. Vous savez, les fonctions que j'ai citées précédemment aux pages 5 et 6 du cahier, hein, les fonctions exponentielles, sinus, cosinus, elles sont continues sur R. La fonction ln de x, elle est continue sur R plus étoile. Voilà, la fonction racine carrée de x est continue sur R plus. Voilà, donc, et après, à l'aide des opérations, eh bien, on fabrique ainsi nos fonctions continues. Voilà, donc on dit qu'une fonction est continue sur un intervalle grand I de son ensemble de définitions lorsque f est continue en tout point de grand I. Et on note grand C puissance 0, hein, l'ensemble des fonctions continues. Et pour préciser dans quel intervalle on travaille, eh bien on va écrire grand C puissance 0 de grand I. Voilà, alors premier exemple. En fait, il n'y en a qu'un d'exemple. Donc, exemple, on va travailler avec la fonction g de x qui est définie de la façon suivante. Elle est définie en deux morceaux, on va dire. C'est l'expression valeur absolue de x sur x si x est différent de 0. On comprend pourquoi, puisque x est au dénominateur, donc forcément il doit être non nul. Et est égal à 1 sinon. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire si x égale à 0. Donc si x égale à 0, g de x est égal à 1. Ça veut dire autrement dit que g de 0 est égal à 1. Donc cette fonction, en fait, elle est définie en 0. Son ensemble de définition, c'est donc R tout entier. Donc l'ensemble de définition de G, c'est R tout entier. Alors maintenant, nous allons étudier la continuité de cette fonction. Alors, si x est différent de 0, l'expression de g, c'est le quotient de deux fonctions, valeur absolue de x et x. Valeur absolue de x, vous vous rappelez, sa représentation graphique, c'est d'un côté la droite y égale x et de l'autre côté y égale à moins x, elle est continue. Et la fonction y égale x, il s'agit de la droite d'équation y égale x. Donc elles sont toutes les deux continues. Donc on a g de x sur R étoile qui est le quotient de deux fonctions continues. Elle est donc continue. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe en 0, parce que forcément, c'est en 0 qu'il faut zoomer, c'est en 0 qu'il faut s'inquiéter sur la continuité de cette fonction. Alors, pour ce faire, on applique la définition, on calcule la limite quand x tend vers 0 de g de x. Donc, vu que x tend vers 0, ça veut dire que x est non nul, donc on va utiliser l'expression valeur absolue de x sur x. Valeur absolue de x, je vous rappelle, c'est égal à x si x est positif, mais à l'opposé de x si x est négatif. Parce que l'opposé d'un nombre négatif est positif. Alors ça veut dire qu'il va falloir distinguer le cas où x est positif et le cas où x est négatif. On est donc amené à étudier la limite en en 0-, et la limite en 0+. Alors, en 0-, on obtient donc la limite de valeur absolue de x sur x, et valeur absolue de x est donc moins x. On simplifie par x, et on trouve moins 1. Qu'est-ce qui se passe en 0+? Même travail, on va avoir limite de valeur absolue de x sur x. Valeur absolue de x, c'est x. Hop, on simplifie, et on trouve donc 1. Donc, la limite en 0- est différente de la limite en 0+. Ça veut dire que la limite de g de x en 0 n'existe pas. Donc forcément, il va y avoir un décrochage de la courbe quand on va vouloir la tracer et la fonction g n'est pas continue en 0. Alors maintenant, on va tracer cette fonction. On va visualiser maintenant ce que l'on vient de démontrer, à savoir que la fonction g est continue sur R étoile et seulement sur R étoile. Alors, la représentation graphique de G, eh bien voilà ce qu'on obtient, hein, puisque quand x est positif, strictement, G de x est valeur absolue de x sur x, valeur absolue de x c'est x, comme on l'a vu précédemment, donc on trouve que G est constante sur R+, et elle est constante égale à 1, et sur R-, valeur absolue de x est moins x, donc comme on l'a vu précédemment, on obtient moins 1. Qu'est-ce qui se passe? On sait que g de 0 égale à 1. Donc, qu'est-ce qui se passe en 0? On va avoir ici
un crochet fermé ou un point comme vous voulez sur le point de coordonnée 0,1 et puis un crochet ouvert de ce côté-là. Voilà, donc on visualise effectivement que la fonction est continue sur R, sauf en 0. Alors une petite remarque, mais qui n'aura pas forcément d'importance pour vous, peut-être pour ceux qui poursuivront leurs études en école d'ingénieur. Comme la limite quand x tend vers 0 plus de g de x est égale à 1 qui est égal à g de 0, on dit alors que g est continu à droite de 0. Voilà donc pour la notion de continuité d'une fonction. Alors maintenant, nous allons étudier la dérivabilité d'une fonction. Alors, on va faire un peu le contraire de la continuité, c'est-à-dire pour la continuité, on avait commencé à travailler sur la notion intuitive, puis on en a déduit la définition mathématique. Là, pour la dérivabilité, on va partir de la définition mathématique pour arriver à la notion intuitive, c'est-à-dire comment reconnaître graphiquement qu'une fonction est dérivable ou ne l'est pas. Alors, définition, soit f, une fonction définie en a, on dit que f est dérivable en a lorsque la limite suivante, donc la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, existe, est finie, et à ce moment-là, cette limite, on la note f' de a, et on l'appelle le nombre dérivé de f en a. Alors, on va interpréter graphiquement ce résultat. Vous allez oublier vos connaissances de terminale et vous allez interpréter graphiquement, sans la limite, le nombre f de x moins f de a sur x moins a. Donc ici, j'ai tracé la courbe représentant f entre deux points, grand A et grand M, qui sont tous les deux de coordonnées respectives a f de a et x f de x, puisqu'ils sont sur la courbe représentant f. Donc f de x moins f de a sur x moins a, ça fait penser à xm, f de x, pardon, excusez-moi, je recommence. Ça fait penser à, tac, alors, ym moins ya, voilà, ça peut peut-être être mieux comme ça, sur xm moins xa. Et ça, c'est le coefficient directeur ou la pente, comme vous voulez, de la droite AM. D'accord? Ym, eh bien, c'est bien f de x. Ya, f de a. Xm, c'est x. Et xa, c'est a. Donc, f de x moins f de a sur x moins a, c'est la pente ou le coefficient directeur, comme vous préférez, de la droite AM. Alors maintenant, que se passe-t-il quand on met la limite, quand x tend vers a, devant cette expression, devant cette pente? Eh bien, à ce moment-là, voilà ce que l'on va obtenir. Alors, quand x tend vers a, vous allez avoir ici, en abscisse, petit x tend vers a, donc le point grand M, il va tendre vers le point grand A le long de la courbe d'équation y égale à f de x. Et visuellement, mentalement, vous allez voir bouger le point M le long de la courbe de f, représentant f, et vous allez visualiser aussi les droites AM. D'accord? Les droites AM. Donc ici, quand x tend vers A, les droites AM vont tendre vers la droite ici, qui est en fait la tangente à la courbe représentant f en grand A. Donc en fait, quand on rajoute la limite quand x tend vers A devant cette expression qui est déjà au départ la pente de la droite AM, on obtient la pente de la tangente à la courbe représentant f au point grand A. Donc voilà pourquoi f' de A, c'est ce qu'on vous a dit en terminale, c'est la pente de la tangente à la courbe représentant f au point grand A. Mais alors, comment reconnaître graphiquement qu'une fonction est dérivable en un point grand A, en petit a? Eh bien, si vous arrivez à tracer la tangente à la courbe en ce point, ça veut dire que la fonction est dérivable en ce point. Voilà. Donc, voilà comment on va pouvoir graphiquement
visualiser si une fonction est dérivable ou ne l'est pas. Donc, premier exemple ici, vous avez une fonction qui est définie sur R, elle est continue sur R, et vous voyez qu'en chaque point de son ensemble de définition, je peux tracer une tangente. Je peux tracer la tangente à la courbe représentant f. D'accord? Donc ça veut dire que la fonction f est dérivable en tout point A de R, donc la fonction est dérivable sur R. Deuxième exemple, je reprends l'exemple de la fonction échelon unité ou fonction de Heaviside. Et là, donc vous savez, elle est définie sur R. Hein. Je vous rappelle que U de 0 existe, il est égal à 1. Pareil, en tout point, ici, d'accord, je peux tracer la tangente à la courbe représentant U. D'ailleurs, c'est la droite, hein, c'est la même droite, c'est Y égale 0 de ce côté-là, et c'est Y égale à 1 de ce côté-là. D'accord. Par contre, qu'est-ce qui se passe en 0 ? En 0, je ne peux pas tracer la tangente à la courbe, puisque d'un côté, je suis ici, et d'un côté, j'ai cette droite-là. Donc, je ne peux pas tracer la tangente à la courbe en 0. Donc, f est dérivable sur R étoile. En fait, vous avez compris ce qui se passe. Dès que la fonction n'est pas continue en A, alors elle n'est pas dérivable en A. D'accord? Donc la contraposée, eh bien, ça va donner que si f est dérivable en A, alors f est continue en A. Autrement dit, la notion de dérivabilité est plus forte que la notion de continuité. Ah mais pourquoi ça? Une fonction continue en A ne pourrait-elle pas être dérivable en A? Alors on va voir un exemple. Et l'exemple en question, il s'agit de la fameuse fonction valeur absolue de x. La fonction valeur absolue de x. Donc vous vous rappelez, y égale à valeur absolue de x, y égale à x quand x est positif, donc là on a tracé la droite d'équation y égale x, et y égale à l'opposé de x quand x est négatif, d'où la droite tracée ici quand x est négatif. Donc l'ensemble de définition c'est R, la fonction est continue sur R tout entier, d'accord? Mais par contre, elle n'est pas dérivable en 0, parce que regardez, autant là, en tous les points de la courbe, je peux tracer la tangente, mais là, ici, de ce côté-là aussi, hein, mais dès que j'arrive en 0, impossible de tracer la tangente à la courbe représentant la valeur absolue. En fait, ce qui se passe, si vous regardez bien, la pente de la tangente à gauche de 0, ça va être égal à moins 1, puisque c'est la dérivée de moins x, qui est moins 1. Et la pente de la tangente à la courbe à droite de 0, c'est égal à 1. Donc on peut le noter respectivement f' de 0 moins et f' de 0 plus. Donc ici, impossible de tracer la tangente à la courbe en 0. En fait, vous remarquez graphiquement que vous avez affaire à un point anguleux. Oui, donc dans une courbe, dès que vous voyez un point anguleux, eh bien, la fonction n'est pas dérivable en ce point anguleux. Et c'est comme ça l'année prochaine, quand nous étudierons les séries de Fourier, que nous pourrons valider ou non l'hypothèse de dérivabilité de notre signal pour le décomposer après, éventuellement en série de Fourier, c'est-à-dire en somme infinie de cosinus et de sinus. Voilà. Alors, maintenant, c'est parti. Nous allons étudier un exemple. Donc, soit f de x, la fonction racine carrée de x, est-elle dérivable en 1? Alors, pour cela, on repart de la définition. Je vous rappelle que f est une fonction définie en 1. On dit que f est dérivable en 1 lorsque la limite, quand x tend vers 1, de f de x moins f de 1 sur x moins 1 existe et est finie. On la note alors f' de 1 et on l'appelle nombre dérivé de f en 1. C'est parti. Donc f de x, c'est la fonction racine carrée de x. Son ensemble de définition, c'est R+. Je rappelle que racine de 0 existe. C'est égal à 0. Alors, on calcule la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 de racine carrée de x moins racine carrée de 1 qui vaut 1. D'accord?
sur x moins 1, ce qui donne la forme indéterminée 0 sur 0. De toute façon, ça donnera toujours la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, pour lever cette forme indéterminée, vous connaissez peut-être la technique ou pas. C'est la technique de l'expression conjuguée. On l'utilise quand on a un racine carrée, moins ou plus un nombre, ou une autre racine carrée d'ailleurs, et que en fait cette racine carrée, on veut s'en débarrasser. Donc, on fait appel à l'identité remarquable a moins b fois a plus b, qui est égal à a carré moins b carré. Donc, avec les carrés, la racine carrée va partir. Donc, c'est pour ça ici que l'on multiplie racine carrée de x moins 1 par racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x plus 1. Donc, on va obtenir au numérateur racine de x au carré moins 1 au carré. Et au dénominateur, surtout, on ne développe pas. On ne développe pas. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs depuis le semestre 1, depuis le début de l'année, je vous dis, en mathématiques, il faut le moins souvent possible développer. C'est souvent la factorisation qui nous aide à travailler, soit pour résoudre une équation, soit pour décomposer en somme d'éléments simples une fraction, etc., etc. Donc, il est important de ne pas vous précipiter pour développer des expressions. Vous serez bien à temps de le faire par la suite si besoin est. Et là, vous voyez qu'effectivement, on fait bien de ne pas développer parce que x-1 s'en va au numérateur et au dénominateur. Et on a donc 1 sur racine carrée de x plus 1. Quand x tend vers 1, ça fait racine de 1 plus 1. 1 plus 1, 2. Donc la limite existe, est finie, et f est donc dérivable en 1. On obtient que f' de 1 est égal à 1 demi. Alors l'ensemble de définition de f, c'est R+. On vient d'étudier la dérivabilité de f en 1. Voyons voir ce qui se passe en 0. Alors, donc on va calculer la limite quand x tend vers 0. Alors 0 plus, forcément, puisque la racine carrée est dérivable sur R+, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça donne racine carrée de x moins racine carrée de 0 sur x moins 0. D'accord? Et donc, évidemment, comme racine de 0 fait 0, voilà. Donc on obtient racine carrée de x sur x, ce qui nous donne une forme indéterminée, 0 sur 0. Pour lever cet indéterminé, nous allons tout simplement simplifier la fonction. X, c'est racine de x fois racine carrée de x. X est positif, donc on peut écrire que x est le produit de racine carrée de x par racine carrée de x. On simplifie alors par racine carrée de x et on obtient 1 sur racine carrée de x. Donc, quand x tend vers 0 plus, ça donne plus l'infini. Ah, mais alors, cette limite, elle est infinie, elle n'est pas finie. Donc, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en... Oups, qu'est-ce que j'ai écrit là? En 0, bien sûr, d'accord? N'est pas dérivable en 0. Alors, graphiquement, qu'est-ce qui va se passer graphiquement? On va dire que la pente de la tangente à la courbe représentant racine carrée en 0 tend vers plus l'infini, mais alors il s'agit en fait d'une tangente verticale, et comme on a le plus, cette tangente verticale est tournée vers le haut. Voilà, donc la courbe va donc être tangente à l'axe des ordonnées en partant de 0. Alors, on vient de montrer que f est dérivable en 1, que f n'est pas dérivable en 0. Alors, on ne va pas s'amuser à chercher la dérivabilité de f en chaque valeur de R+. Toute une vie n'y suffirait pas. Donc, on va généraliser. On va tester, on va chercher la dérivabilité de f en a. Alors, en a strictement positif, puisqu'on vient de voir qu'en 0, elle n'est pas dérivable. Donc, on reprend la définition. Limite quand x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a. Ça donne la limite quand x tend vers a de racine carrée de x moins racine carrée de a sur x moins a, forme indéterminée à nouveau, 0 sur 0. Pour lever l'indéterminé, même technique que précédemment, on va multiplier numérateur et dénominateur par
racine carrée de x plus racine carrée de a, qui est l'expression conjuguée de racine carrée de x moins racine carrée de a. De cette façon-là, on élimine les racines carrées, au numérateur en tout cas, et surtout, on ne développe pas le dénominateur, et on peut comme ça simplifier par x moins a. On obtient alors la limite quand x tend vers a de 1 sur racine carrée de x plus racine carrée de a, et quand x tend vers a, on va obtenir 1 sur racine de a plus racine de a, qui fait 2 fois racine carrée de a. C'est une limite finie, parce que a est strictement positif, a est non nul. Et bien donc, on vient de montrer que f est dérivable sur r plus étoile, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et la dérivée, eh bien vous la reconnaissez, c'est 1 sur 2 racine carrée de a, la dérivée de racine carrée en a. Et voilà, donc ça c'est pour tout a strictement positif. Alors vous vous imaginez bien que les mathématiciens ont fait tout le travail pour nous, c'est-à-dire ils ont étudié, déterminé la dérivabilité du cosinus, du sinus, de tout polynôme, de les fonctions exponentielles, du logarithme, et ils ont obtenu toutes les formules dérivées. Donc nous, il ne nous reste plus qu'à les apprendre par cœur. Voilà, donc si vous ne connaissez pas par cœur vos dérivées, eh bien voilà ce que vous devez faire. Vous devez les démontrer. Ça se mérite, le tableau des dérivées. Il faut le connaître par cœur ou il faut le redémontrer. À vous de choisir. Alors, je rappelle donc ce que nous venons de voir. Donc, une fonction définie en a est dérivable en a lorsque la limite, quand x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a existe et finie, et à ce moment-là, on la note f' de a. Une fonction f définie sur un intervalle i de r est dérivable sur i lorsqu'elle est dérivable en tout point a de i, et on appelle alors fonction dérivée de f, on note f', la fonction qui a tout élément a de i associé son nombre dérivé f' de a. Les opérations sur les fonctions dérivables. Si f et g sont deux fonctions dérivables sur grand I, alors f fois un nombre alpha est dérivable sur grand I, la somme est aussi dérivable sur grand I, le produit également, le quotient, à condition que le dénominateur soit non nul, voilà, ça va être également dérivable. Les formules que vous connaissez normalement relativement bien, la première, curieusement, est plus rarement connue que les suivantes. C'est-à-dire la dérivée de alpha fois f, où alpha est un nombre, c'est alpha fois la dérivée de f. Et oui, certains étudiants là-dessus font u fois v. Voilà. La dérivée de f plus g, c'est f' plus g'. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et attention, la dérivée d'un produit, c'est f'g plus fg'. La dérivée d'un quotient, à condition que le dénominateur soit non nul, c'est f'g moins fg' sur g carré. Et enfin, pour finir, si f est dérivable sur i et g est dérivable sur f de i, alors g rond f est dérivable sur i, et la dérivée de g rond f, c'est g' rond f fois f'. Voilà, alors pour les fonctions composées, si vous ne connaissez pas ce symbole, on en a déjà parlé, il me semble bien, mais vous le retrouvez, ce symbole, dans les pages 4 à 9 du polycopier. Et si jamais vous ne comprenez pas, vous me demandez, vous m'envoyez un mail ou vous chattez sur Moodle et je vous fais une petite vidéo sur le sujet. Voilà donc le fameux formulaire des dérivées à connaître par cœur, dont vous avez colonne de gauche les dérivées classiques appliquées à x, la dérivée de x puissance n, c'est n fois xn moins 1, et à droite la même formule mais appliquée à une fonction grand U. Donc la dérivée de grand U puissance n, c'est n fois u' u puissance n moins 1. Mais ça, je vous en ai déjà parlé au début de l'année, quand on avait, vous vous rappelez, utilisé les formules dérivées des fonctions trigonométriques. Donc, je vous avais déjà expliqué tout ça, c'est-à-dire la dérivée de sinus de u, c'est u' fois cos u. La dérivée de cos u, c'est moins u' fois sinus u. Voilà. La dérivée d'exponentielle u, c'est u' fois exponentielle u.
etc. Donc toutes ces formules sont à connaître par cœur et de nouvelles formules viendront compléter ce tableau à la fin de ce chapitre lorsqu'on étudiera les fonctions réciproques. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous donnerai des exercices à me rendre en ligne sur Moodle pour la semaine prochaine. Je vous tiens au courant par l'intermédiaire de mail. À bientôt, au revoir.